Réformer la politique de mobilité pour compenser l'éloignement des territoires d'outre-mer. C'était l'une des mesures annoncées l'an dernier par le CIOM, le comité interministériel des outre-mer, avec une réévaluation notamment de l'aide à la continuité territoriale pour faciliter la mobilité des ménages ultramarins. L'an dernier, 73 000 personnes ont été accompagnées par l'ADOM, soit 15 000 de plus qu'en 2023. L'ADOM, on le rappelle, c'est l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, donc l'opérateur de l'État qui met en œuvre la politique de continuité territoriale avec plusieurs dispositifs dont on va parler ce matin. Son directeur général est en Guyane en ce moment. Saïd Hamada, bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Radio Pays. Merci d'avoir accepté notre invitation, Saïd Hamada. Ça fait maintenant une bonne année et demie que vous dirigez l'ADOM depuis début 2023. Vous faites état d'une hausse pour tous vos dispositifs de mobilité, donc pour les déplacements des étudiants, des actifs, les déplacements d'urgence ou encore la vie quotidienne. Déjà, pour commencer, votre bilan dans les grandes lignes, Saïd Hamada, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne aussi un petit peu moins bien d'après ce que vous constatez? Mais écoutez, vous l'avez rappelé très justement, une augmentation significative du nombre de bénéficiaires d'une année sur l'autre, entre 2023 et 2024. Et donc, on est plutôt satisfait, et je remercie d'ailleurs les équipes qui ont beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour communiquer autour de nos dispositifs. Celles aussi qui m'ont accompagné pour défendre les mesures auprès du gouvernement dans le cadre du CIOM, vous l'avez rappelé aussi. Sur les 17 mesures que j'ai proposées, 16 ont été retenues, ce qui montre aussi une attention particulière du gouvernement de l'époque, puisque maintenant on en a un nouveau, mais en tout cas du gouvernement et de l'État sur l'importance de la continuité territoriale. Là-dessus, j'ai été aidé évidemment par le tour des territoires que j'ai pu faire, par les élus locaux, nationaux que j'ai pu rencontrer, qui m'ont appuyé, qui ont porté avec moi ces mesures, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une augmentation du nombre de bénéficiaires, une meilleure visibilité aussi des services de l'ADOM, même si évidemment il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on continue à travailler sur l'adaptation de nos dispositifs, sur la manière de répondre au mieux aux besoins des ultramarins en matière de continuité territoriale, parce qu'on sait bien, et c'est pour ça que l'ADOM existe, on est un service public, que sans l'ADOM, beaucoup d'ultramarins ne pourraient pas se déplacer, ne pourraient pas poursuivre des études supérieures, ne pourraient pas partir en formation professionnelle, ne pourraient pas aller voir leur famille tout simplement pour resserrer ces liens familiaux. Et donc, moi je suis assez heureux, très honnêtement, tous les matins de savoir que grâce au travail que l'on fait, les ultramarins peuvent tout simplement voyager. Je me souviens, il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près, à l'occasion de votre arrivée à la tête de l'ADOM, il y avait ce projet, cette ambition, l'ADOM 2024. On est, ça y est, 2024, alors pas totalement à la fin de l'année, mais presque. Est-ce que finalement, la réalité de ce que vous faites est à la hauteur des ambitions qui étaient initialement présentées ? Honnêtement, le CIOM a répondu en très grande partie aux aspirations qui étaient celles des ultramarins. Et d'ailleurs, les mesures qui ont été retenues ont été saluées par les parlementaires notamment, mais aussi par les élus locaux, parce que ça répondait vraiment à un besoin. Je vais prendre 2 exemples pour les étudiants. On a aujourd'hui un deuxième billet aller-retour pour les néo-bacheliers. C'est-à-dire que la première année, lorsqu'un jeune ou une jeune qui part à 18 ans, on sait que c'est compliqué, qui n'a jamais quitté son territoire, qui doit partir une année entière, la rupture avec la famille, c'est douloureux. Et donc on a poussé le fait que on puisse financer un deuxième billet aller-retour, pris en charge intégralement par l'ADOM, plus un mentorat qui démarre d'ailleurs cette année. Un mentorat pour aider les étudiants à s'acclimater, à leur nouvel environnement. Donc ça, c'est un premier exemple qui montre que voilà, on a fait preuve entre guillemets d'ouverture et un peu plus d'humanité, parce que c'est vrai que c'est compliqué de voir un jeune partir. Et puis un deuxième dispositif qui va voir le jour bientôt, qui est celui du retour, passeport mobilité retour, qui était une vraie demande, une grosse demande de tous les territoires, qui voulaient que l'État accompagne le retour de compétences sur leur territoire d'origine. Et ça, c'est une vraie nouveauté, jamais dans l'histoire de la République l'État n'a financé de mobilité de l'Hexagone vers l'Outre-mer. Et à chaque fois, c'était l'inverse finalement. Pour aider les étudiants à partir et se former dans l'Hexagone, là, il y a un changement de logique. Alors, à chaque fois, et je le rappelle assez souvent, dès qu'on finance un billet aller, on finance toujours un billet retour. Il y a toujours le retour qui est pris en charge, sans obligation, parce qu'il y a un droit constitutionnel, liberté d'aller et venir. Donc évidemment, si un jeune ou qui part en formation ou en études ne souhaite pas revenir, c'est son choix. Par contre, l'ADOM est toujours là pour les ramener sur le territoire s'ils le souhaitent. Avec le passeport mobilité retour, on finance la mobilité dans l'autre sens, ce qui est une vraie nouveauté, une vraie avancée, à mon sens, et qui répond aux besoins des territoires. C'est-à-dire qu'on essaie de répondre aux besoins en compétences nouvelles de nos territoires ultramarins en ramenant des compétences, en ramenant des personnes, des familles,
pour se réinstaller sur le territoire d'origine. Ce passeport, il est déjà en place ou il va falloir encore attendre un petit peu avant qu'il arrive? Alors, les textes d'application sont en train de sortir. J'ai souhaité prendre le temps. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on le fait. Et il faut faire ça bien. On fait ça bien parce que les territoires en ont besoin. Il faut faire ça bien parce que on parle de familles qui doivent se déplacer et donc qui ont un projet de vie, un vrai projet de vie, un grand projet de vie, avec beaucoup d'impact pour les conjoints, pour les enfants s'il y en a, etc., etc. Et donc, j'ai souhaité discuter avec les associations qui travaillent sur ces questions-là déjà aujourd'hui, une par territoire que j'ai réunie à Paris. On a travaillé sur le process, comment est-ce qu'on accompagne. Évidemment, on n'accompagne pas de la même manière lorsqu'on parle de la Guyane ou que l'on parle de l'île de la Réunion. Et donc, j'ai souhaité vraiment qu'on ait un dispositif qui soit le plus adapté, le plus efficace possible. Et pour ça, il faut évidemment discuter avec celles et ceux qui le font déjà, pour qu'on ait un dispositif qui, dès sa mise en place, réponde vraiment aux aspirations et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Il y a maintenant 11 dispositifs à l'ADOM avec l'objectif à terme d'en avoir 15 pour qu'on comprenne comment est-ce que vous travaillez finalement du côté de l'ADOM. Saïda Hamada, qu'est-ce qui fait que vous lancez tel dispositif pour aider telle population qui ont tel besoin? Ça se passe comment finalement cette réflexion-là? En fait, ces dispositifs, ils sont nés suite au SIOM, dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, c'est né d'abord du retour des équipes qui connaissent leur territoire, qui travaillent avec les bénéficiaires, qui nous disent, bon voilà, aujourd'hui, les points d'achoppement, les points sur lesquels on pourrait s'améliorer, et voilà ce que Monsieur le directeur général, on vous propose de faire avancer. C'est aussi le fruit des discussions que j'ai pu avoir avec les partenaires locaux, avec Mission Locale, France Travail, avec des élus locaux, nationaux, qui nous disent, bon voilà, nous, les remontées que l'on a, elles sont celles-là, et donc aidez-nous à avancer sur tel et tel sujet. Acteurs de la culture, les sportifs, etc., etc. Et ensuite, c'est une discussion que j'ai avec le ministre, avec la direction générale des Outre-mer, avec la direction du budget, pour dire, ben voilà, aujourd'hui on a tel besoin, voilà quels sont nos moyens, je vous propose qu'on fasse évoluer le dispositif, et c'est ce qui s'est passé dans le cadre du SIOM. Et je vous le disais, sur les 17 propositions que j'ai faites d'évolution de dispositifs ou de création de nouveaux dispositifs, 16 ont été retenues. Alors justement, un nouveau dispositif que vous lancez, ça s'appelle Cadre d'avenir, c'est ouvert à des étudiants mais qui s'engagent ensuite à revenir exercer dans leur territoire d'origine, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors ça démarre en Guyane cette année, plus tôt que ce que c'était prévu. J'ai souhaité à ce que la Guyane soit aussi en bénéficie dès cette année scolaire. A été prévu de le faire l'année prochaine, on a avancé la date de démarrage. Et en fait, aujourd'hui, quand vous êtes étudiant, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par le passeport mobilité études classique, entre guillemets, où vous avez un billet aller-retour jusqu'à la fin des études qui est pris en charge par la DOM lorsque les études n'existent pas sur place ou sont saturées. Ça, c'est important. Et je le disais, un deuxième billet aller-retour la première année pour les néo-bacheliers. Et vous avez un autre dispositif, Cadre d'avenir. Lorsque vous vous projetez sur un métier dont le territoire a besoin, ou un métier en tension sur le territoire, vous avez la possibilité de postuler. Et donc un comité se réunit pour savoir si vous êtes éligible ou pas à ce dispositif Cadre d'avenir. Et donc si vous êtes choisi, vous êtes accompagné pendant toute la durée des études avec une allocation mensuelle, 800 € maximum, pendant toute la durée des études, un accompagnement psychopédagogique qui est opéré par la DOM. Tout ça oui, ça n'est pas qu'une aide à la mobilité finalement. C'est pas qu'une aide à la mobilité. C'est-à-dire que sur le premier dispositif, on n'est que sur le billet d'avion. On rétablit une égalité des chances par rapport à un étudiant en hexagone qui, lui, n'habite pas en Outre-mer et a accès à des études supérieures. Donc on permet du coup à l'étudiant ultramarin de venir sur le territoire hexagonal ou sur un autre territoire d'Outre-mer. On a par exemple des Mahorais qui partent à La Réunion. Donc ça, c'est le premier dispositif. Et le deuxième dispositif, c'est Cadre d'avenir. Et là, en échange de cet accompagnement plus une aide à la mobilité, un financement, une allocation tous les mois jusqu'à la fin des études, et toujours ce billet aller-retour évidemment que l'on a comme dans le premier cas, en échange de cet accompagnement, un engagement au retour sur quelques années en fonction de la durée des études pour que ces compétences reviennent sur le territoire. Et donc on a ces deux possibilités là aussi pour justement être, on va dire, s'adapter aux besoins et des territoires et des étudiants, soit partir sur des études qui n'existent pas ici, mais un accompagnement classique, soit partir sur un accompagnement Cadre d'avenir qui démarre donc cette année avec une dizaine d'étudiants. Donc on va tester, on va voir un peu comment ça fonctionne, et puis on compte sur vous évidemment pour faire connaître ce dispositif, pour que dès l'année prochaine, on ait un maximum de candidats qu'on puisse accompagner sur un dispositif qui permet ensuite le retour sur le territoire. Oui, voilà, pour l'instant, on en est au stade un peu de l'expérimentation finalement. C'est la première fois que ça se fait. Donc la première année en Guyane, donc évidemment, il faut une phase de mise en route.
Et avec les services de la préfecture, on travaille pour que dès l'année prochaine, on ait beaucoup plus de candidats et beaucoup plus surtout de personnes accompagnées sur des métiers dont la Guyane a besoin. Alors, le dispositif Cadre d'avenir, il y a aussi une convention que vous allez signer demain à Saint-Laurent avec France Travail. Donc, à Saint-Georges. À Saint-Georges, pardon, donc avec France Travail pour aider les personnes qui ont besoin de se former mais qui ne peuvent pas le faire sur le territoire. Elle va permettre quoi, cette convention, Saïda Hamada? En fait, l'opérateur principal, pas le seul, mais principal de la formation, de l'accompagnement à l'emploi, c'est France Travail, comme vous le savez. Oui. Et donc l'idée, c'est sur les formations qui ont besoin d'une mobilité, qui nécessitent une mobilité parce que le centre de formation n'existe pas en Guyane ou parce qu'il n'y a plus de place. L'idée, c'est que l'ADOM vienne financer la mobilité de ces formations. Et donc on travaille en partenariat étroit avec France Travail qui, du coup, travaille avec le demandeur d'emploi sur son projet professionnel et ensuite nous on intervient sur les questions de mobilité, de prise en charge ensuite pendant tout le temps de la formation, prise en charge financière en hexagone ou dans un autre territoire d'outre-mer et ensuite de retour sur le territoire. Donc on essaie de faire de la dentelle sur chacun des territoires. J'ai signé avec Thibaut Guy, le directeur général de France Travail, il y a quelques mois une convention nationale. Et à présent, je viens sur le territoire pour signer des conventions locales parce qu'à chaque fois, il faut s'adapter aux réalités locales. Et en Guyane, évidemment, l'accompagnement ne se fait pas de la même manière qu'ailleurs. Et donc, on signe demain à Saint-Georges cette convention locale, adaptée aux réalités guyanaises, pour accompagner au mieux les demandeurs d'emploi de toute la Guyane. Un cas concret d'ailleurs, vu que vous parlez de réalité guyanaise, on est ici à Radio Pays très souvent sollicité par des scolaires, des associations qui veulent organiser des voyages, par exemple, avec leurs élèves. Est-ce que ça peut rentrer? Est-ce que ça pourrait rentrer dans l'un de vos dispositifs? Alors, non pour des voyages scolaires. On le fait pour des sportifs qui ont besoin de participer à des compétitions régionales ou nationales. Donc là, l'ADOM peut intervenir sur une prise en charge partielle du billet d'avion. Mais si vous voulez, nous, on a aujourd'hui 3 domaines pour l'instant. Après, on verra demain ce qui se passera. Et puis, on essaie de s'adapter tous les ans à de nouveaux besoins. Mais on a les études supérieures. Parce que très souvent les universités sont peu nombreuses ou alors en tout cas ce qu'elles proposent ne permet pas de couvrir toute la palette de ce que les étudiants voudraient faire. Si un Guyanais veut devenir chirurgien, compliqué s'il reste en Guyane. On a ensuite la formation professionnelle, donc tout au long de votre vie professionnelle. Soit vous avez un centre de formation ici, soit vous pouvez aller sur un autre territoire accompagné par l'ADOM à 100%. Et ça c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un Guyanais qui veut se former, il peut se dire mais moi, mon champ des possibles, il est sur tout le territoire français où qu'il soit. Donc ce sont surtout des aides pour des déplacements qui ont à voir avec le professionnel, la formation et la montée en compétences, l'universitaire. Faire baisser évidemment le taux de chômage dans nos territoires qui sont malheureusement un taux de chômage plus important qu'ailleurs. Donc ça sont les 2 premiers dispositifs. Et on a une troisième famille de dispositifs sur ce qu'on appelle l'ACT, la continuité territoriale, où là on a des bons LADOM qui viennent cofinancer les billets d'avion pour des personnes qui veulent, peu importe ce qu'elles veulent faire d'ailleurs, qui veulent aller en hexagone, voir leur famille, partir en voyage, partir en vacances, etc. Peu importe la raison, on ne questionne pas l'opportunité, mais tous les 3 ans, on peut financer une partie du billet d'avion, en gérant entre 40 et 50% du billet d'avion, est pris en charge par l'ADOM dans le cadre de cette aide à la continuité territoriale. Alors, nous avons un nouveau ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet. La semaine dernière, on a entendu vendredi dernier, que le budget de la mission Outre-mer devrait être en baisse avec une coupe budgétaire, nous dit-on, d'environ 200 millions d'euros. Ça devrait, on va encore parler au conditionnel, concerner l'ensemble des politiques publiques. Est-ce que vous savez déjà, Saïda Hamada, si l'ADOM va voir son budget en baisse pour l'année prochaine? Alors, ce qui a été proposé, pas encore officiellement, il faut que ce soit le Conseil des ministres qui propose ce budget ensuite aux parlementaires et ça va discuter à l'Assemblée. On a aujourd'hui une épure qui est une première version, j'allais dire, du PLF, du projet de loi de finances. Tous les services de l'État sont impactés de manière plus ou moins importante. Et évidemment, vous le disiez, également le budget des Outre-mer. Donc on verra ensuite, au gré des discussions que l'on aura, moi pour ce qui me concerne avec le ministre, et puis ensuite les discussions qu'il y aura au Parlement, ce qui sera décidé, puisque le budget doit être voté. Et donc ce sont les parlementaires qui décideront ou pas d'une baisse dans tel ou tel domaine. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est proposé par le gouvernement, et ensuite l'Assemblée décide de voter ce budget qui doit être voté d'ici la fin de l'année. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passera pour l'ADOM d'ici la fin de l'année. Moi je défendrai évidemment le fait qu'on ait les moyens de travailler. Ce qui est important, c'est pas tant de savoir s'il y a baisse ou pas, mais si cette baisse impacte ou pas les dispositifs que l'on doit opérer. Autrement dit, est-ce que les bénéficiaires
seront lésés, entre guillemets, est-ce qu'il y aura moins de budget pour notre budget d'intervention, etc., etc. C'est pas tant la baisse, il peut y avoir des baisses des économies qu'on peut faire, comme tout un chacun, quand vous avez soit une activité, soit une entreprise, ou même à la maison, vous gérez votre budget, vous pouvez à un moment donné faire une baisse. La question, c'est est-ce que ça a un impact sur les dispositifs qu'on opère? Et c'est à l'aune de cela, moi, en tout cas, que je défendrai un budget au niveau du ministère, et que le ministre, que j'ai pas encore rencontré, que je rencontrerai probablement à mon retour, défendra aussi son budget sur les questions de continuité territoriale. Mais ce qui est clair, en tout cas, et ça avait déjà été le message l'année dernière, c'est que la continuité territoriale, et jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours le cas, est une priorité pour le gouvernement. Donc vous ne craignez pas à l'heure actuelle qu'il y ait une baisse, on va dire, que le début de dynamique là qui a été lancé depuis 1 an et demi, 2 ans ne retombe pas côté LADOM, faute de moyens et d'un budget en baisse? En tout cas, moi je défendrai le fait, évidemment, qu'il n'y ait pas de soufflet qui se dégonfle, entre guillemets, entre ce que l'on a fait l'année dernière et ce que l'on fait cette année. Mais honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a dit le contraire, la continuité territoriale reste une priorité. Ça l'a été l'année dernière avec un conseil interministériel, ce qui est quand même pas rien, sur les Outre-mer. Et donc, je n'ai pas beaucoup de crainte aujourd'hui en tout cas, et aucun signal ne me permet de dire le contraire, sur le fait que ça continue à rester une priorité. Ce que je veux dire aussi, c'est que on parle du budget des Outre-mer. Le budget de l'État pour les Outre-mer, c'est pas uniquement le budget des Outre-mer. Donc, il faudra regarder aussi tous les autres postes de dépenses, l'éducation, les questions de sécurité, etc., etc. Et donc, tous les ministères ont vocation à intervenir dans les Outre-mer. Il y a évidemment le budget des Outre-mer, mais il n'y a pas que celui-là. Et donc, il faudra avoir cette vision globale pour savoir concrètement ce qui se passera sur nos territoires, qui ont besoin évidemment de cette égalité des chances, qui ont besoin d'avoir un soutien de l'État dans tous les domaines qu'il nécessite. Et pour ma part, en tout cas, je défendrai évidemment que on ait les moyens d'opérer. Ce sera ma ligne de conduite. Ce sera en tout cas ce qui va m'amener à discuter avec le ministre, et on verra bien ce qui aboutira, ce qui sortira de l'Assemblée nationale et du Sénat d'ici la fin de l'année. Ouais, d'ailleurs, ce que vous dites, ça revient très souvent sur le fait que le budget Outre-mer n'est pas que le budget de la mission Outre-mer, et que ça pose d'ailleurs la question de la visibilité, on va dire, de l'argent réel qui est injecté dans les Outre-mer. Ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Voilà, ça c'est un autre sujet. Je vous pose quand même ces questions budgétaires parce que ce qui revient quand même très souvent dès lors qu'on parle de n'importe quelle politique public qui concerne les Outre-mer, c'est que les efforts budgétaires ne s'engagent pas dans la durée, et que du coup les objectifs n'arrivent pas à être atteints. On le voit par exemple pour le logement. Est-ce que côté LADOM, vous avez l'impression aussi qu'il y a parfois des moments où il y a une ambition politique, et d'autres moments où ça retombe un petit peu? Alors, ça, après, ce qui vaut pour les Outre-mer vaut à peu près pour toutes les politiques publiques. Évidemment, bien sûr. Il y a quelques principes financiers ou budgétaires, notamment le principe d'annualité budgétaire, qui fait que tous les ans, les parlementaires votent une loi, qui est le projet de loi de finances, qui acte le budget de l'État. Il y a parfois des stratégies ou des démarches pluriannuelles pour essayer d'encresser un peu dans le temps, mais même lorsque vous faites ça, vous êtes obligés tous les ans de voter de rediscuter. Ouais. C'est la même chose pour les collectivités locales qui votent tous les ans un budget, et donc a priori ce qui a été voté en année 1 peut être remis en cause potentiellement en année 2. Tout l'intérêt d'avoir des élus qui sont là sur un temps un peu plus long, c'est justement d'avoir cette continuité de l'État. L'intérêt d'avoir un président de la République qui, à un moment donné, dit on a une priorité qui peut être la continuité territoriale. Du coup, ça reste sur plusieurs années, parce que le président reste sur plusieurs années. Il ne va pas se contredire d'une année sur l'autre. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut évidemment jouer pour avoir une continuité sur les services de l'État, que ce soit en Outre-mer ou ailleurs. Et donc, on a ça peut apparaître contradictoire, mais en même temps, ça permet aussi d'avoir une revue de parcours à échéance régulière sur ce qui a été fait sur l'année précédente. Le PLF permet ça aussi. Les parlementaires examinent évidemment le projet de loi de finances, ils examinent aussi ce qui s'est passé l'année dernière pour savoir s'il faut réajuster ou pas les choses. En gros, est-ce que, et la question, moi j'ai été auditionné et je vais continuer à l'être, est-ce que la DOM est efficace sur ce qu'elle fait? Il y a la question d'efficacité, c'est-à-dire est-ce que les objectifs sont atteints, puis la question d'efficience. Est-ce que les moyens qui sont été utilisés ont été bien utilisés, de manière à ce que, évidemment, parce qu'on parle de deniers publics, on parle d'impôts des Français, parce que c'est là que l'État tire l'argent qu'il dépense, notamment pour la continuité territoriale. Est-ce que tout ça est bien utilisé? C'est normal. Et donc, moi, je pense qu'il faut évidemment arriver à avoir cette vision pluriannuelle, et en même temps, tous les ans, avoir cette revue de parcours qui permet de questionner ce qui s'est passé et d'améliorer ou pas les choses. Justement, sur l'ambition et sur l'efficacité de la DOM, Saïda Hamada, je reprends votre rapport d'activité 2023, 73 000 personnes, on l'a dit, ont été accompagnées par la DOM, ça représente à peu près 3% des ultramarins sur tous les territoires. Est-ce que 3%, à vos yeux, c'est assez, c'est suffisant? Oui, après, pourcentage, c'est intéressant, quand on voit la population ultramarine. Pour la Guyane, pour rappeler un peu les choses, on parle de 4 000 personnes qui voyagent tous les ans. D'accord.
tout cas l'année dernière c'était 4000, on est déjà là à 3000, ça veut dire que a priori en 3000 au mois de septembre, vous voulez 3000 dire. au mois de septembre. A priori, on aura dépassé les 4000 d'ici la fin de l'année, donc ça veut dire qu'on est en progression constante sur le nombre de personnes accompagnées. Alors, est-ce que c'est suffisant? Ce qu'il faut évidemment savoir, c'est que la DOM, et ça je l'ai dit en préambule, finance des mobilités qui sont nécessaires principalement, études ou formations professionnelles, lorsque cela n'existe pas sur le territoire. Et donc, le fait qu'il y ait moins de bénéficiaires ou un potentiel de bénéficiaires qui n'est pas forcément exploité, entre guillemets, ne signifie pas forcément que les personnes éligibles ne peuvent pas y avoir droit. C'est-à-dire que si vous voulez vous former dans un domaine qui existe sur le territoire, la DOM ne va pas vous accompagner, mais pourtant vous allez être formé. Je veux dire, c'est que vous pouvez être éligible, c'est pas pour ça que vous allez solliciter la DOM, parce que vous n'en avez pas besoin. Et donc ça, c'est un élément notamment qu'on retrouve sur les territoires où l'offre de formation s'est étoffée, notamment à La Réunion, qui est un gros territoire, c'est le département le plus important aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a à La Réunion des formations universitaires en médecine, ce qui n'était pas le cas hier, et donc forcément moins d'étudiants qui partent. D'accord. Alors que le potentiel est toujours là. Mais parce que les études existent sur place. Et nous, notre vocation, c'est de rétablir une égalité des chances. C'est-à-dire que vous êtes ultramarin, le fait d'être en Outre-mer ne doit pas être un frein, soit à la formation, soit aux études supérieures. Et donc, lorsqu'elles existent sur place, on n'a pas vocation à intervenir. Ce qui ne signifie pas, que vous ne pouvez pas potentiellement y avoir droit. Si vous choisissez une autre formation ou d'autres études supérieures, potentiellement, vous pouvez solliciter la DOM. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas regarder uniquement les chiffres finalement, mais comprendre les raisons pour lesquelles ça peut augmenter ou baisser. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a ces aspects, j'en ai pas besoin et donc je ne sollicite pas la DOM, même si potentiellement je pourrais le faire. Oui. Ça, c'est un élément important. Et selon les territoires, évidemment, ça varie. Mais après, je ne cache pas le fait qu'évidemment, il faut aussi que l'on communique. Et c'est l'occasion qui m'est donnée d'ailleurs sur votre antenne de le faire. De dire que nous avons 11 dispositifs, bientôt 15. Nous travaillons sur la formation, les études, mais aussi le cofinancement de billets pour celles et ceux qui veulent voir leur famille, des sportifs, des acteurs de la culture. Et donc, tous les ultramarins ne connaissent pas tous nos dispositifs. Et donc, c'est aussi pour ça que l'on communique. C'est pour ça qu'on a des équipes ici qui travaillent tous les jours pour faire connaître les dispositifs de la DOM. Et donc, j'espère qu'on continuera à toucher un maximum de bénéficiaires. Ben justement, puisque vous en parlez, la question de votre visibilité, Saïda Hamada, j'ai vu que vous étiez maintenant sur les réseaux sociaux, que vos dispositifs ont été dématérialisés. Il y a eu des choses de faites pour toucher plus de personnes. Vous donnez ce chiffre dans votre rapport de 3 millions d'internautes qui vous ont suivi en 2023. Malgré tout, mais vous devez déjà le savoir, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent peut-être pas tous les dispositifs là dont on parle depuis ce matin. C'est quoi votre réflexion sur le sujet? Parce que le problème, il n'est pas propre à l'ADOM. On sait bien qu'en Outre-mer, encore plus qu'ailleurs, le taux de non-recours aux droits, donc des personnes qui pourraient bénéficier d'une aide, mais qui ne la demandent pas, il est quand même très très important. Est-ce que vous pensez que ce n'est qu'un problème de communication finalement? Pas que, évidemment. Il faut qu'on ait des dispositifs qui répondent aux besoins. Ça, c'est la base. Et puis ensuite, il faut faire connaître ces dispositifs. Donc vous le disiez, on est présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on touche de plus en plus de personnes. On a de plus en plus de bénéficiaires, ce qui montre qu'il y a eu une vraie progression sur la visibilité de la DOM. Oui. Et depuis 1 an et demi, je ne compte pas le nombre de médias que j'ai dû faire, mais je dépasse la centaine très, très facilement. Donc j'essaie de communiquer le plus possible, mais aussi mes équipes sur place pour faire connaître nos dispositifs par tous les médias possibles et imaginables. Ensuite, ce qui vaut pour nous vaut pour tous les services publics de manière générale, moi j'estime qu'on a une obligation de résultat. Et donc je pousse mes équipes, et notamment les équipes de la communication, à faire en sorte que vraiment on utilise tous les moyens possibles et imaginables pour communiquer et pour faire connaître nos dispositifs. Mais avec le plus de canaux possibles finalement, pas forcément les réseaux sociaux qui sont connus de tout le monde. Vous avez les médias, vous avez la communication directe auprès des bénéficiaires, vous avez les partenaires que l'on va voir pour communiquer, vous avez des équipes de la DOM qui vont dans les lycées pour que les lycéens et futurs bacheliers puissent savoir ce que l'on fait, et puis il y a les partenariats qu'on développe. Moi, je suis ici aussi pour participer au congrès des maires, rencontrer les maires de Guyane pour leur dire voilà ce que fait la DOM, appuyez-vous sur nous. Parlez-en aux administrés. Vous êtes les premiers que l'on va voir lorsqu'on a besoin d'un service public sur les territoires. On va souvent à la mairie, peu importe la raison, à partir du moment où on pense service public, on va à la mairie. Et donc, moi, je souhaite qu'on développe les liens qu'on a avec les maires pour qu'ils deviennent nos courroies de transmission et que les maires sachent aussi nous solliciter lorsque ils voient que des besoins ne sont pas portés, auxquels on ne répond pas aujourd'hui, pour améliorer là aussi nos dispositifs, qu'on ait un échange, un langage nouveau avec ces maires. L'année dernière, je les ai reçus à l'occasion du Congrès des maires de France dans les locaux de la DOM. C'était la première fois dans l'histoire de la DOM que les maires venaient dans nos locaux. On les a reçus par territoire. Oui. Là, je viens justement les rencontrer aussi en Guyane,
que ces liens se créent et que vraiment les maires puissent se dire demain, j'ai la palette d'outils que ma mairie propose, mais j'ai aussi la possibilité de donner une réponse grâce à la DOM sur les questions de mobilité en s'appuyant sur nous et que nous, on puisse aussi s'appuyer sur eux et qu'on ait ce nouveau partenariat gagnant-gagnant pour les bénéficiaires et pour les Guyanais. Mieux faire connaître les dispositifs de la DOM. Merci beaucoup Saïd Hamada d'avoir été avec nous ce matin. Très bon fin de séjour en Guyane. Vous restez jusqu'à quand ? Jusque samedi matin. Samedi matin. Bonne fin de séjour. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.